Les débuts d'un héritage royal. Il existe une photographie en noir et blanc datant du début des années 1960. On y voit deux enfants devant Buckingham Palace, parfaitement habillés, les yeux légèrement plissés sous la lumière anglaise. À première vue, ils ressemblent à n'importe quels autres enfants. Pourtant, leur mère venait tout juste de devenir princesse et leur tante était la première dame des États-Unis. Ils s'appelaient Anthony et Tina. Ils étaient les seuls enfants de Lee Radziwill, la sœur cadette de Jackie Kennedy et la muse de Truman Capote. Lee était une femme qui passait de Paris à Londres, puis à New York, avec la même aisance que d'autres traversent une pièce. Mais derrière le glamour, leur vie était traversée par un sentiment de perte que la plupart des gens n'ont jamais perçu. L'histoire d'Anthony est celle du courage et d'un été qui a tout brisé. L'histoire de Tina est une histoire que presque personne n'a jamais vraiment racontée. Revenons donc au commencement, dans le monde où ils sont nés. Caroline Lee Bouvier est née le 3 mars 1933. Elle était la fille cadette du courtier en bourse, John Vernou Bouvier III, et de la mondaine Janet Norton Lee. Dès le départ, on l'appela simplement Lee, un prénom déjà présent dans l'annonce de sa naissance, et qui ne la quitterait jamais. Sa sœur aînée, Jacqueline, était née 4 ans plus tôt, et les deux filles grandirent ensemble dans une enfance qui semblait enchantée, mais qui était en réalité profondément instable. Elles passaient leurs étés dans les Hamptons, vivaient dans des appartements de Park Avenue, fréquentaient des pensionnats prestigieux et avaient un père à la fois charmant et imprudent. Le mariage de leurs parents prit fin, alors que Lee était encore jeune, puis leur mère épousa Hugh D. Auchincloss, un riche homme du monde de Newport, qui ouvrit aux deux sœurs les portes de cercle encore plus exclusifs. Elles étudièrent toutes les deux à Miss Porter's School et évoluèrent dans un univers de richesse, d'attentes élevées et d'apparence soigneusement contrôlée. Les deux sœurs étaient belles et très intelligentes, mais leur relation fut compliquée dès le départ. Jackie devint première dame, tandis que Lee sembla toujours chercher quelque chose qui lui permettrait de se définir selon ses propres termes. Elle tenta le théâtre, mais connut un échec public lorsque les critiques démolirent ses débuts dans The Philadelphia Story en 1967. Elle se tourna aussi vers la décoration intérieure, domaine pour lequel elle avait un talent naturel, et travailla pour Giorgio Armani. Elle fréquentait les milieux les plus glamour, comptait Truman Capote et Rudolf Nureyev parmi ses amis proches, et fut admise en 1996 au International Best Dressed Hall of Fame de Vanity Fair. Pourtant, la longue ombre de la légende de sa sœur planait toujours derrière elle. Une princesse naît et la famille s'agrandit. Lee se maria 3 fois au cours de sa vie. Son premier mariage, en avril 1953, fut avec Michael Temple Canfield, un dirigeant du monde de l'édition. Il se termina par un divorce en 1958. Son deuxième mariage, celui qui allait définir la vie de ses enfants, fut avec le prince Stanisław Albrecht Radziwiłł, un aristocrate et diplomate polonais de 20 ans son aîné. Ils se marièrent en mars 1959 et par cette union, Lee devint une princesse aux yeux du public. Même si le titre n'était pas officiellement reconnu, puisque la Pologne avait aboli les titres de noblesse depuis plusieurs décennies, la presse l'adopta immédiatement et elle devint la princesse Radziwiłł. Mais ce qui comptait vraiment arriva ensuite. 5 mois après le mariage, le 4 août 1951, leur fils Anthony Stanislas Albert Radziwiłł naquit à Lausanne, en Suisse. Un peu plus d'1 an plus tard, le 18 août 1960, sa sœur Anna Christina naquit à Manhattan. Leur parrain était le nouveau président élu des États-Unis, leur oncle John F. Kennedy. Dès le début, leurs vies furent tissées dans la grande histoire américaine. Les enfants Radziwiłł grandirent entre l'aristocratie européenne de leur père et l'univers américain des Kennedy du côté de leur mère. Ils passèrent du temps dans les propriétés familiales de Londres et du Buckinghamshire, rencontraient des chefs d'État et jouaient avec leurs cousins Caroline et John Jr., comme si tout cela était parfaitement normal. Sur les photos de ces années-là, ils ressemblent à des enfants sortis d'un conte de fées, toujours impeccablement vêtus, traversant de vastes espaces avec une gravité que les autres enfants de leur âge ne pouvaient pas comprendre. L'ombre de la Maison-Blanche et les premières pertes. Les années durant lesquelles leur oncle occupa la Maison-Blanche eurent une influence profonde sur Anthony et Tina. Lee était souvent présente à Washington pendant l'administration Kennedy,
Et les deux enfants absorbèrent très tôt cet univers. Ils comprenaient les cérémonies, les symboles et le poids que portait leur famille. Lorsque le président Kennedy fut assassiné en novembre 1963, Anthony avait 4 ans et Tina en avait 3. Ils grandirent dans l'ombre immense de cet événement, en saisissant le sens à travers le chagrin inscrit sur les visages des adultes autour d'eux. Cela les marqua d'une manière qu'ils n'auraient probablement jamais pu expliquer entièrement. Le prince Stanislas lui-même était un homme complexe qui avait survécu à la Seconde Guerre mondiale et reconstruit sa vie au sein de la haute société européenne. Il était chaleureux, apprécié des Kennedy, et avait même aidé JFK à séduire l'électorat polono-américain en 1960. Les enfants héritèrent de sa résistance, mais sous la surface, les choses n'étaient pas aussi stables qu'elles en avaient l'air. Lee et Stas divorcèrent en 1974, alors qu'Anthony avait 14 ans et Tina 13. Le mariage était terminé et Lee prenait de nouvelles directions. Les enfants restèrent proches de leurs deux parents, mais le foyer originel avait disparu. L'élégance et les attentes de ce monde allaient façonner tout ce qui suivrait, tandis que les années 1970 laissaient place aux années 1980 et qu'ils commençaient à construire leur propre identité. L'ascension d'Anthony dans le monde du journalisme. L'histoire d'Anthony est l'une des plus remarquables de sa génération et elle a bien failli se terminer avant même de commencer véritablement. Né avec un nom lié à la noblesse européenne et au Kennedy, il aurait pu se contenter de son statut, mais il choisit de ne pas le faire. Il étudia à Millfield School, puis à Choate Rosemary Hall, avant de suivre des études de journalisme audiovisuel à Boston University, dont il sortit diplômé en 1982. Il prenait son travail très au sérieux, ce qui surprenait ceux qui s'attendaient à voir en lui un simple jeune homme de la haute société. Il débuta sa carrière à NBC Sports comme producteur associé et s'imposa dans l'univers exigeant et rapide des retransmissions en direct. Son travail sur les Jeux olympiques d'hiver de 1988 lui valut une reconnaissance aux Emmy Awards, une étape importante pour un jeune producteur. En 1989, il rejoignit ABC News comme producteur de Primetime Live. En 1990, il reçut un Peabody Award pour son enquête sur les activités néo-nazies aux États-Unis. C'était du journalisme solide, sérieux, et la preuve qu'il construisait son propre héritage. Il couvrit de grandes affaires, comme le dossier Rodney King et le procès des frères Menendez, gagnant une réputation de rigueur et de précision. Au milieu des années 1990, il était devenu producteur senior de 2020. En 1997, il fut nommé vice-président des documentaires chez HBO, où il produisit Taxi Cab Confessions et remporta un autre Emmy. La même année, il fut également nommé aux Oscars. Il était devenu l'un des producteurs les plus accomplis de son époque. Un combat contre la maladie et une histoire d'amour presque royale. C'est chez ABC qu'Anthony rencontra Carol DiFalco, une journaliste issue d'un milieu modeste de Suffern, dans l'État de New York. Ils commencèrent à se fréquenter à la fin des années 1981, et le contraste entre leurs origines semblait donner encore plus de force à leur relation. Carol décrivit plus tard leur vie comme un conte de fées, mais un conte de fées qui contenait une obscurité qu'elle n'aurait pas pu prévoir. À l'insu de la plupart des gens, Anthony avait reçu un diagnostic de cancer des testicules vers 1989. Il suivit un traitement et entra en rémission, mais resta stérile. Il continua pourtant à avancer, jusqu'à ce que de nouvelles tumeurs apparaissent au début de 1994. Les médecins découvrirent un fibrosarcome, une forme rare et agressive de cancer, généralement mortelle. Il avait 34 ans, il était amoureux et préparait son mariage lorsque le cancer revint. Malgré cela, Anthony épousa Carol le 27 août 1994 avec John F. Kennedy Jr. comme témoin. S'il avait peur, il n'en montra rien ce jour-là. Lee leur organisa un mariage inoubliable, et pendant un instant, l'ombre sembla se dissiper. Les dernières années de courage et de silence. Dans les années qui suivirent, Anthony lutta contre la maladie à travers les opérations, la chimiothérapie et la radiothérapie. Il supporta 5 cycles de chimiothérapie et des dizaines d'interventions chirurgicales alors que le cancer progressait. Il choisit de ne pas en parler, refusant de laisser sa vie être définie par la mort qui approchait. Carol écrivit plus tard sur leur optimisme forcé et sur cet accord silencieux qui consistait à gérer la maladie sans en reconnaître ouvertement l'issue.
Anthony voulait être un mari, un producteur et un ami, pas seulement un patient. Son cousin John le comprenait mieux que quiconque. Ils étaient comme des frères et se parlaient presque tous les jours. John était dévasté par la maladie d'Anthony, mais il avait lui aussi du mal à affronter la réalité de ce qui arrivait. À l'été 1989, Anthony était dans la phase finale de sa maladie. Lui et Carol passèrent la saison à Martha's Vineyard, près de John et de Caroline Bessette Kennedy. Anthony voulait profiter de la plage et des couchers de soleil, et Carol joua le jeu parce que c'était ce dont il avait besoin. Puis, dans la nuit du 16 juillet 1991, un appel téléphonique changea tout pour toute la famille. La tragédie qui bouleversa le monde Carol était chez elle, lorsque Caroline Bessette Kennedy l'appela depuis un aéroport du New Jersey, juste avant de monter dans un avion avec John et sa sœur Lorraine. C'était un appel ordinaire, et Carol lui dit qu'elle se parlerait le lendemain. L'avion n'arriva jamais. John, Caroline et Lorraine disparurent au-dessus de l'Atlantique à 21h41. L'enquête montra que l'avion était entré dans une zone sombre, où John avait perdu ses repères, avant que l'appareil ne percute l'eau. Il n'y eut aucun survivant. Carol passa des appels désespérés aux aéroports et aux gardes-côtes, allant jusqu'à laisser des messages sur le téléphone de Caroline, simplement pour entendre sa voix. Anthony était en train de mourir, et son ami le plus proche venait de disparaître. Lee Radziwill, qui avait perdu sa sœur Jackie d'un cancer en 1994, regardait désormais son fils mourir tout en pleurant son neveu. Anthony assista malgré son état à la cérémonie en mémoire de John, Caroline et Lorraine. C'était une image bouleversante que celle d'un homme, dans les derniers mois de sa vie, venu honorer ceux qu'il venait à peine de perdre. Anthony mourut le 10 août 1999, à l'âge de 40 ans, moins d'un mois après le crash. Caroline Kennedy prononça l'éloge funèbre lors de ses obsèques, évoquant le lien fraternel qui unissait Anthony et John. Tina, la sœur qui choisit une voix discrète. Anna Christina Radziwill, connue sous le nom de Tina, naquit en 1960 et fut baptisée en présence de Jackie Kennedy. Elle appartenait à un monde qui attendait beaucoup d'elle, mais elle ne donna jamais au monde ce qu'il attendait. Même enfant, elle avait une réserve qui la distinguait des autres femmes Bouvier. Elle semblait posséder une forme de retenue volontaire, presque instinctive. Elle grandit au cœur de l'histoire familiale, mais resta toujours en bordure du cadre. Après le divorce de ses parents, elle partagea sa vie entre sa mère et son père. Son père mourut en 1976, alors qu'elle avait 15 ans, une autre perte précoce. Devenue adulte, Tina trouva sa place dans la production cinématographique et télévisuelle. Elle commença comme assistante de post-production sur le film True Colors en 1991, réalisé par son beau-père Herbert Ross. Ce n'était pas un travail glamour, mais c'était un vrai travail. Elle eut de petits rôles dans quelques films, mais ne cherchait pas la célébrité. Comme son frère, elle préférait travailler dans l'ombre. En septembre 1999, le même mois que la mort d'Anthony, Tina épousa le docteur Ottavio Arancio. Le moment était douloureux, puisqu'il survenait pendant l'une des périodes les plus dévastatrices de sa famille. Le mariage se termina par un divorce en 2005, et ils n'eurent pas d'enfants. Une vie définie par la discrétion et la force, Tina continua à vivre à New York, protégeant soigneusement sa vie privée. Elle partageait le goût de sa famille pour les arts et évoluait dans des cercles raffinés sans chercher à devenir une figure publique. Son histoire est remarquable précisément parce qu'elle a si peu eu besoin de l'attention du monde. Elle fut présente dans le glamour comme dans la tragédie, mais ne laissa ni l'un ni l'autre la définir publiquement. Elle n'écrivit pas de livres, elle ne donna pas d'interviews, elle choisit une vie privée. Dans une famille où tout semblait devenir public, son refus de participer à ce spectacle fut une déclaration silencieuse. Après la mort d'Anthony, sa relation avec Lee se renforça. Lee poursuivit sa vie entre New York et Paris, mais les pertes de Jackie, d'Anthony et de John Jr. l'avaient transformé. Tina demeura à ses côtés, présence calme, fidèle et constante. Le dernier chapitre de Lee est l'héritage laissé derrière elle. Le troisième mariage de Lee avec Herbert Ross prit fin par un divorce en 2001. Elle passa ses dernières années entre Manhattan et Paris, restant une icône de style et une figure mondaine. Pourtant, sa situation financière était complexe. Jackie l'avait soutenue de son vivant et n'avait donc rien prévu pour elle dans son testament. Lorsque Lee mourut en 2019, à l'âge de 85 ans, son testament révéla qu'elle avait laissé l'intégralité de sa fortune de 50 millions de dollars à Tina.
Carol et Caroline Kennedy ne reçurent rien. Tout revint à la fille qui était restée. Cette décision fut relevée par la presse, même si Carol avait toujours parlé de Lee avec élégance et bienveillance. Un trust hérité de leur mère Janet passa également à Tina. L'histoire financière des femmes Bouvier s'acheva avec elle. Le testament de Jackie avait laissé 500 000 $ à Anthony comme à Tina, mais désormais, seule Tina restait pour recevoir cet héritage. Anthony ne laissa pas d'enfant, seulement son travail et le fonds créé en son nom. Souvenirs de jours heureux et dernière réflexion. Dans son livre Happy Times, Lee écrivit que sans souvenir, il n'y a pas de vie, et que nous devons nous rappeler les moments heureux. Ces mots prennent une force particulière quand on pense aux pertes qu'elle a traversées. Peut-être était-ce un choix, celui de laisser la beauté occuper plus de place que le chagrin. En 2024, la série Feud remit Lee au cœur des conversations, en faisant à nouveau d'elle un personnage dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Tina continue de vivre à New York, apparaissant parfois lors d'événements mondains, mais restant largement discrète. Elle est la dernière descendante directe de Lee et de Stas. Lorsqu'elle ne sera plus là, cette branche de la famille s'éteindra. Le souvenir d'Anthony continue lui aussi d'exister dans la culture populaire, notamment à travers la série Love Story. Il a passé sa carrière à raconter les histoires des autres, et désormais, c'est la sienne qui est de raconter. Anthony et Tina ont tous deux construit leur propre identité, malgré les privilèges dans lesquels ils étaient nés. Anthony a bâti sa carrière depuis la base et affronté la maladie avec dignité. Tina a construit une vie silencieuse et est restée elle-même, malgré des pertes dévastatrices. Lee Radziwill a élevé 2 enfants qui savaient qui ils étaient et qui ont refusé les rôles que l'histoire avait écrits pour eux. Dans une famille où le destin semblait déjà scénarisé, cela demandait un véritable courage. Ils ont vécu pleinement et selon leurs propres termes, et c'est peut-être la chose la plus vraie que l'on puisse dire d'eux. Si cette exploration de la force cachée d'une famille et de ses combats publics a changé votre regard sur les légendes du passé, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Nous continuons à révéler l'histoire que le temps a tenté d'effacer. Aidez-nous à semer les graines d'une compréhension plus profonde de l'avenir. Notre prochain trésor d'histoire sera ouvert très bientôt.